À 68 ans, je pensais avoir tout vécu, jusqu'au jour où ma fille est entrée chez moi, un hématome violacé sur le bras. J'ai trébuché, maman. Ses yeux disaient autre chose. Quand j'ai appelé mon gendre, sa réponse a glacé mon sang. Oui, je l'ai frappé. Et si vous vous en mêlez, vous serez battu aussi. J'ai raccroché et fait un seul appel, pas à la police. Ce que j'ignorais alors, c'est que cet appel allait déterrer des secrets enfouis depuis 30 ans. Un testament caché, une famille bâtie sur des mensonges, et un danger plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. Pour sauver ma fille, j'allais devoir affronter un réseau puissant prêt à tout pour me faire taire. À mon âge, on n'a plus peur de la mort, mais de perdre ceux qu'on aime. Si vous voulez découvrir jusqu'où une mère peut aller pour protéger son enfant, suivez notre chaîne, laissez un commentaire et partagez d'où vous nous regardez. Cette histoire pourrait sauver des vies. J'avais 68 ans quand ma fille est entrée dans ma maison à Lyon, après avoir déjeuné avec son mari. Le soleil de l'après-midi traversait les rideaux, illuminant l'hématome profond sur son bras. Son silence me faisait plus mal que n'importe quelle parole. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» ai-je demandé, en sentant mon cœur se serrer. Elle a répondu avec un sourire brisé. « J'ai trébuché, maman. » Mais mes yeux, fatigués par la vie, savaient de faire la différence entre les bleus causés par une chute et ceux laissés par un point. Après 40 ans passés comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot, j'avais vu suffisamment de blessures pour reconnaître leur origine. Celle-ci n'était pas accidentelle. Marie avait toujours été ma fierté. Brillante, elle avait étudié à l'université Lyon 2 avant de devenir professeure de littérature. Elle avait rencontré Philippe lors d'une conférence à la place Bellecour. Je me souviens encore de son visage rayonnant quand elle me l'avait présenté pour la première fois. Un homme charmant, avocat respecté, issu d'une famille aisée des beaux quartiers du 6e arrondissement. Mais depuis leur mariage il y a 3 ans, quelque chose avait changé. Les appels se faisaient plus rares. Nos déjeuners du dimanche au café des Jacobins étaient souvent annulés à la dernière minute. Et maintenant cet hématome. Mes mains tremblaient quand j'ai composé le numéro de mon gendre. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne décroche. « Oui, belle maman ?» Sa voix était froide, distante. « Philippe, je viens de voir Marie et son bras. Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. Un silence, puis sa réponse, tranchante comme une lame. « Oui, je l'ai frappé. Et si vous vous mêlez de nos affaires, vous recevrez le même traitement. » J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde qui a semblé durer une éternité. « Je comprends », ai-je dit calmement avant de raccrocher. Marie était assise sur mon vieux canapé, fixant le jardin par la fenêtre, où les roses que son père avait plantées continuaient de fleurir, 5 ans après sa mort. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Maman, je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je ne voulais pas t'inquiéter. »« Ma chérie, ça suffit », ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle, prenant ses mains dans les miennes. « Aucune femme ne mérite ça. Ton père se retournerait dans sa tombe. » Elle a baissé les yeux. « Philippe contrôle tout. Mon compte en banque, mon téléphone. Il vérifie même mes emails. Je ne sais pas comment m'en sortir. » Je l'ai serré contre moi, sentant son corps trembler. Puis je me suis levé, déterminé. Au lieu d'appeler la police, j'ai fait un appel que je n'aurais jamais pensé faire. Maître Leroy, le notaire qui gérait les affaires de mon défunt mari, Henri. Je n'avais pas parlé à cet homme depuis 5 ans, depuis l'enterrement. Madame Dubois, sa voix semblait surprise. Comment puis-je vous aider? L'enveloppe scellée qu'Henri a laissée, celle dont vous m'avez parlé après sa mort. Je crois qu'il est temps de l'ouvrir. Un silence au bout de la ligne. Vous êtes certaine? Votre mari était très clair sur le fait que cette enveloppe ne devait être ouverte qu'en cas d'urgence absolue. Mon gendre bat ma fille, ai-je dit, les mots brûlant ma gorge. Si ce n'est pas une urgence, je ne sais pas ce qu'il est. Je comprends. Venez demain à mon bureau rue Mercière. Nous l'ouvrirons ensemble. J'ai raccroché, le cœur battant. Je savais que cette enveloppe cachetée, rangée au fond de mon armoire, portant le sceau du testament que je n'avais jamais montré à personne, contenait quelque chose de puissant. Henri m'avait fait promettre de ne l'ouvrir que si notre fille était en danger. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» a demandé Marie, l'inquiétude creusant son visage. « J'ai pris une décision », ai-je répondu en regardant par la fenêtre la pluie fine qui commençait à tomber sur Lyon. Une décision que j'aurais dû prendre il y a longtemps. Cette nuit-là, alors que Marie dormait dans son ancienne chambre, j'ai sorti l'enveloppe de sa cachette. Le papier épais semblait lourd entre mes mains ridées. Le sceau en cire rouge portait les initiales de mon mari. HD. Mon cœur battait la chamade.
Je savais que ce morceau de papier avait le pouvoir de sauver ma fille, ou de détruire définitivement le peu qu'il restait de ma famille. Mais parfois, pour protéger ce qu'on aime, il faut être prêt à tout perdre. Je me suis rappelé les derniers mots d'Henry avant sa mort, alors qu'il me confiait cette enveloppe. « Simone, si un jour notre mari est en danger, n'hésite pas. Ce qui est à l'intérieur changera tout. C'est ma dernière protection pour elle. » J'ai caressé l'enveloppe une dernière fois avant de la remettre à sa place. Demain, je découvrirai enfin ce secret qu'Henri avait emporté dans sa tombe. Et je sauverai ma fille, quoi qu'il m'en coûte. Cette nuit-là, le silence de ma maison était oppressant. Les voisins s'étaient endormis depuis longtemps, et seul le tic-tac régulier de la vieille horloge de la cuisine, un cadeau d'Henri pour nos 20 ans de mariage, venait troubler le calme apparent. Mais dans mon cœur, c'était la tempête. Marie dormait enfin, épuisée par les pleurs, dans son ancienne chambre. J'avais retrouvé dans l'armoire son vieux doudou, un lapin gris qu'elle avait tant aimé enfant. Elle l'avait serré contre elle sans un mot, comme une naufragée s'accrochant à une bouée. À 43 ans, ma fille redevenait l'enfant vulnérable qu'elle avait été. J'ai sorti l'enveloppe du fond de mon armoire, cachée derrière des robes que je ne portais plus depuis des années. Le papier jauni par le temps était encore scellé par un cachet de cire rouge portant les initiales d'Henri, HD. Mes doigts ont caressé les contours du sceau, comme pour y chercher la présence de mon mari disparu. L'odeur de moisi mêlée au souvenir d'Henri m'a fait hésiter. Je revoyais son visage, ses yeux graves lorsqu'il m'avait confié cette enveloppe, quelques semaines avant que le cancer ne l'emporte. « Garde cela jusqu'à ce que ce soit vraiment nécessaire », m'avait-il dit, parce que la vérité peut parfois faire plus mal que le mensonge. 5 ans s'étaient écoulés depuis sa mort. 5 ans où cette enveloppe était restée cachée, comme une bombe à retardement attendant son heure. Était-ce maintenant? Était-ce le moment dont Henri m'avait parlé? J'ai posé l'enveloppe sur ma coiffeuse en bois de cerisier, celle qu'Henri m'avait offerte pour la naissance de Marie. La lune projetait sa lueur blafarde à travers les rideaux de dentelle, illuminant le papier d'une clarté presque spectrale. Que contenait-elle? Quel secret Henri avait-il emporté dans sa tombe, ne me laissant que ce morceau de papier comme ultime protection? Mon mari avait toujours été un homme discret, presque secret par moments. Il y avait des parts de sa vie professionnelle qu'il ne partageait pas, des silences que j'avais appris à respecter. Pendant que j'observais l'enveloppe, j'ai entendu des pas dans le couloir. Marie, drapée dans sa vieille robe de chambre en éponge bleue, est apparue dans l'embrasure de la porte. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes, mais une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps brillait dans son regard. Une étincelle de détermination, peut-être même d'espoir. « Tu ne dors pas ?» ai-je demandé doucement. Elle a secoué la tête. « Je n'y arrive pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois. » Sa voix s'est brisée légèrement. Je vois son visage quand il se met en colère. Je lui ai fait signe de s'asseoir près de moi sur le bord du lit. La couette à motifs floraux s'est affaissée sous son poids. C'était la même couette qu'Henri et moi avions achetée lors d'un voyage à Strasbourg, 20 ans plus tôt. Tant de souvenirs imprégnaient chaque objet de cette maison. « Marie, ai-je commencé, cherchant mes mots avec soin, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que ton père m'a confié avant de mourir. » Ses yeux se sont posés sur l'enveloppe. « C'est quoi ça? » « Je ne sais pas exactement, ai-je admis. Ton père m'a dit de ne l'ouvrir qu'en cas d'absolue nécessité. Si toi ou moi étions un jour en danger. Tu crois que c'est le cas maintenant ?» Sa voix était à peine audible. J'ai repensé à la voix de Philippe au téléphone, froide, menaçante. « Oui, je le bats. Et si vous vous en mêlez, vous serez battu aussi. » Ces mots résonnaient encore dans ma tête, glaçant mon sang à chaque fois. « Je le crois, » ai-je répondu, sentant une détermination nouvelle naître en moi. « Ton père a toujours voulu nous protéger. Peut-être que ce qui est dans cette enveloppe peut nous aider maintenant. » Marie a fixé l'enveloppe, son visage reflétant un mélange de peur et de curiosité. « Tu vas l'ouvrir ? » « Pas ce soir, ai-je décidé. Demain, nous irons voir Maître Leroy, le notaire de ton père. Il saura quoi faire. » Elle a acquiescé lentement puis a sursauté lorsque son téléphone a vibré sur la table de nuit. Son visage s'est transformé en un masque de terreur. « C'est lui » a-t-elle murmuré. « Il a déjà appelé 6 fois. » J'ai pris le téléphone et l'ai éteint sans hésiter. « Il ne peut pas t'atteindre ici » ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. « Tu es en sécurité. » Mais alors que je prononçais ces mots, j'ai entendu un bruit à l'extérieur. Le crissement de pneus sur le gravier de notre allée. Des phares ont balayé brièvement la chambre à travers les rideaux. Marie s'est figée,
agrippant mon bras si fort que ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. « Il est là !» a-t-elle soufflé, la panique faisant trembler sa voix. Il m'a trouvé. J'ai rapidement caché l'enveloppe sous mon oreiller et me suis dirigé vers la fenêtre, écartant légèrement le rideau. Une voiture noire était garée devant la maison, moteur tournant. Mais après quelques instants qui semblèrent une éternité, elle a redémarré et s'est éloignée. Marie s'est effondrée sur le lit, tremblante. « Il reviendra », a-t-elle dit, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. « Il ne me laissera jamais partir. » Je me suis assise près d'elle, caressant ses cheveux comme je le faisais quand elle était petite. « Nous trouverons une solution, ai-je promis. Demain, nous ouvrirons l'enveloppe. » Cette nuit-là, aucune de nous n'a vraiment dormi. L'enveloppe sous mon oreiller semblait peser une tonne, comme si le poids des secrets qu'elle contenait était physique. Je savais qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus comme avant. L'aube pointait à peine lorsque j'ai entendu Marie se lever. Je l'ai trouvée dans la cuisine préparant du café. Ses mouvements étaient mécaniques, son regard distant. Mais quand elle s'est tournée vers moi, j'ai vu une résolution nouvelle dans ses yeux. « Maman », a-t-elle dit, sa voix plus ferme que la veille. « Je suis prête. » L'enveloppe posée entre nous sur la table de la cuisine semblait être devenue le centre de notre univers. Je savais que, à partir de ce moment, rien ne serait plus jamais comme avant. 2 jours passèrent comme une éternité. Ma maison, d'habitude si paisible avec ses murs ocre et son parfum de lavande, semblait désormais abriter tous les fantômes de mon passé. Marie dormait encore dans sa chambre d'enfant, comme si le temps s'était arrêté avant son mariage. Je pouvais l'entendre pleurer la nuit, étouffant ses sanglots dans l'oreiller que j'avais brodé pour ses 16 ans. Ce matin-là, je me suis levé avant l'aube. Les premières lueurs du jour caressaient à peine les toits de Lyon quand j'ai préparé du café et sorti la vieille boîte à recettes d'où émanait encore le parfum de cannelle qu'Henri adorait tant. J'ai pétriqué la pâte pour faire des madeleines, celles que Marie dévorait quand elle était petite. Mes mains, marquées par l'âge et l'arthrite, travaillaient la pâte avec une énergie renouvelée par ma détermination. Le parfum sucré envahit la cuisine. C'était une odeur d'avant, du temps où notre famille était heureuse et complète, du temps où je ne connaissais pas encore la peur qui me rongeait désormais. « Maman », Marie est apparue dans l'embrasure de la porte, les yeux gonflés de larmes. Elle portait encore son vieux t-shirt de l'université Lyon 2, celui qu'elle avait laissé ici avant de déménager avec Philippe. « Tu fais des madeleines ? Assieds-toi, lui ai-je dit doucement. Nous devons parler. Je nous ai servi du café dans les tasses bleues que nous avions rapportées de notre voyage à Nice pour ses 25 ans. Puis j'ai posé l'enveloppe sur la table en bois de la cuisine, qui sentait encore les madeleines fraîchement sorties du four. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle n'a rien dit. La peur qu'elle ressentait était plus grande que son espoir. Je pouvais le lire dans son regard, ce même regard qu'elle avait enfant quand elle craignait de me décevoir. « Marie, ton père a laissé cette enveloppe avant de mourir. » Ai-je commencé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Maître Leroy l'a ouverte hier. Ce qu'elle contient pourrait tout changer. Ses doigts tremblants ont saisi sa tasse. Une larme a coulé sur sa joue, suivant le contour de l'hématome jaunissant qui marquait encore son visage. Elle n'avait pas seulement des bleus sur les bras. « Philippe va me tuer s'il découvre que je suis encore ici », a-t-elle murmuré. « Il m'a appelé 10 fois depuis hier. Il dit qu'il va venir me chercher. » J'ai posé ma main ridée sur la sienne. « Il ne te touchera plus jamais. Je te le promets. » Au moment même où ces mots franchissaient mes lèvres, un bruit sourd a retenti contre ma porte d'entrée. Des coups violents qui ont fait trembler les vitres du vieux buffet où je gardais la porcelaine héritée de ma mère. « Ouvrez cette porte !» La voix de Philippe résonnait dans tout le couloir, assez forte pour que les voisins l'entendent. Je sais que Marie est là. Marie s'est recroquevillée sur sa chaise, son corps tout entier tremblant comme une feuille dans le vent d'automne. J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine et me suis levé. 68 ans de vie m'avaient appris que parfois, il fallait faire face à ses peurs. J'ai ouvert la porte, me tenant aussi droite que me le permettait mon vieux dos. Philippe se tenait là, son costume impeccable contrastant avec la rage qui déformait son visage habituellement si soigné. Ses cheveux noirs, d'ordinaire parfaitement coiffés, tombaient en mèches désordonnées sur son front. Ses yeux que j'avais trouvés charmants lors de notre première rencontre sur la place Bellecour étaient maintenant injectés de sang. « Où est-elle » a-t-il demandé, tentant de regarder par-dessus mon épaule. « Bonjour Philippe » ai-je répondu calmement, bloquant l'entrée de mon corps frêle mais déterminé. « Je crois que nous devons parler. » Il a poussé la porte, me faisant reculer. J'ai trébuché mais me suis rattrapé au guéridon de l'entrée.
celui qu'Henri avait acheté aux puces du marché Saint-Antoine, pour notre 30e anniversaire de mariage. Philippe est entré comme une tempête, se dirigeant directement vers la cuisine où Marie était assise, figée par la peur. « Tu viens avec moi maintenant », a-t-il ordonné, saisissant son bras au même endroit où l'hématome violacé marquait encore sa peau. Marie a grimacé de douleur, mais n'a pas résisté. 5 ans de mariage avec cet homme lui avaient appris à ne pas s'opposer à lui. C'est alors qu'il a vu l'enveloppe que je tenais encore contre moi. Ses yeux se sont fixés dessus comme un prédateur sur sa proie. Qu'est-ce que c'est? Son regard est passé de l'enveloppe à mon visage. Quelque chose dans ses yeux a changé. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était de la peur. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Comment pouvait-il savoir? Comment pouvait-il deviner l'importance de cette enveloppe? Son regard dénonçait qu'il savait quelque chose. C'était comme si ce testament était l'ombre qu'il redoutait le plus. J'ai fermé ma main sur le papier et à cet instant, j'ai pris la première décision cruciale de cette terrible épreuve. Je ne lui livrerai rien tant que je n'aurai pas compris toute la vérité. « Ce sont des affaires de famille, Philippe », ai-je répondu, ma voix étonnamment ferme. « Des affaires qui concernent ma fille et moi. Donnez-moi ça », a-t-il exigé, lâchant Marie pour s'avancer vers moi. J'ai reculé, serrant l'enveloppe plus fort contre mon cœur qui battait à se rompre. Non, ce simple mot a semblé le désarçonner. Peut-être n'était-il pas habitué à ce qu'on lui refuse quoi que ce soit. Peut-être avait-il oublié que les vieilles femmes comme moi n'ont plus rien à perdre. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez », a-t-il sifflé, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son haleine, café et menthe poivrée, comme celle d'Henri. Cette pensée m'a donné la nausée. « Je crois que si », ai-je répondu. « Et je crois qu'il est temps que vous partiez. » Son rire a résonné dans ma petite cuisine. « Ou quoi? Vous appellerez la police? Et que leur direz-vous? Que votre fille est maladroite et se cogne partout? Qu'elle est tellement stupide qu'elle trébuche sur des murs ?» Marie a baissé les yeux, la honte colorant ses joues. Ma colère a monté comme une vague. « Sortez de chez moi », ai-je ordonné. « Maintenant ». Contre toute attente, il a obéi. Mais avant de partir, il s'est penché vers moi. « Je reviendrai », a-t-il murmuré. « Et la prochaine fois, je prendrai ce qui m'appartient. » La porte a claqué derrière lui. Marie et moi sommes restés immobiles, écoutant le bruit de ses pas s'éloigner dans l'escalier. « Maman », a commencé Marie, les larmes coulant librement sur son visage. Je me suis assise, soudain épuisée. L'enveloppe pesait lourd dans mes mains. « Nous avons peu de temps », ai-je dit, et beaucoup à faire. Les conséquences de mon choix arrivèrent plus vite que prévu. 3 jours après la visite de Philippe, j'ai osé sortir pour la première fois. Marie restait cachée dans ma maison, sursautant au moindre bruit. Ses yeux, autrefois si vifs, semblaient éteints, comme si toute lumière s'était échappée de son âme. Ce matin-là, le ciel lyonnais était chargé de nuages gris. J'avais besoin de provisions et de prendre l'air. Le marché de Vieux-Lyon, avec ses étals colorés et son atmosphère animée, avait toujours été mon refuge. Les vendeurs me connaissaient, m'appelaient par mon prénom. « Bonjour Simone, les tomates sont magnifiques aujourd'hui. » Ou « Madame Dubois, j'ai gardé les meilleurs fromages pour vous. » Ces petites attentions me rappelaient que j'avais encore ma place dans ce monde. Je marchais entre les stands, mon panier en osier se balançant doucement au rythme de mes pas. L'odeur des herbes fraîches et du pain chaud emplissait l'air. Pour un bref instant, j'ai presque oublié le cauchemar que nous vivions. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette familière près de l'étal de poissons. Grande, élégante, avec ses cheveux blonds soigneusement coiffés. Isabelle, la femme de Jean-Michel, le frère de Philippe, ma belle-fille. Nous ne nous étions jamais vraiment parlé, au-delà des politesses d'usage lors des rares dîners de famille. J'ai tenté de l'éviter, me glissant derrière un groupe de touristes qui photographiaient les fromages. Trop tard, son regard avait croisé le mien. Isabelle s'est approchée avec une grâce calculée. Elle portait un tailleur gris perle qui devait coûter plus cher que ma pension mensuelle. Son parfum subtil, Chanel Negro 5, reconnaissable entre 1000, m'a enveloppé avant même qu'elle ne parle. « Simone », a-t-elle dit, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Quelle surprise de vous voir ici. »« Bonjour Isabelle », ai-je répondu, serrant mon panier contre moi comme un bouclier. « Je fais mes courses, comme tous les mardis. » Elle a jeté un coup d'œil à mon panier à moitié vide. « Marie va bien ? Philippe est tellement inquiet. » Elle ne répond pas à ses appels. Mon cœur s'est serré. Savait-elle? Était-elle complice? Ou était-elle aussi une victime, comme ma fille? Marie a besoin de repos, ai-je répondu, évitant son regard perçant. Isabelle s'est rapprochée,
jusqu'à ce que je puisse voir les fines lignes au coin de ses yeux que son maquillage coûteux ne parvenait pas tout à fait à cacher. « Marchons un peu », a-t-elle suggéré, prenant mon bras avec une fermeté qui n'admettait pas de refus. Nous avons avancé en silence jusqu'à une petite ruelle adjacente, loin des oreilles indiscrètes. Les pavés inégaux rendèrent ma marche difficile. Mon arthrite me faisait souffrir, mais je n'ai rien dit. J'avais appris à endurer bien pire que la douleur physique. Isabelle s'est arrêtée près d'une vieille fontaine en pierre. L'eau qui s'en écoulait créait une musique apaisante qui contrastait avec la tension qui nous enveloppait. « Madame », a-t-elle dit d'une voix basse, presque un murmure, « vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous mêlez. Si vous ouvrez ce testament, votre famille ne sera plus jamais la même. » J'ai senti un frisson glacé parcourir mon échine. Comment pouvait-elle savoir pour le testament? Qui d'autre était au courant? De quoi parlez-vous? Ai-je demandé, tentant de paraître ignorante. Son rire léger a résonné dans la petite ruelle. Ne jouons pas à ce jeu, Simone. Je connais Philippe depuis plus longtemps que vous. Je connais sa famille. Je sais ce qu'ils sont capables de faire. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle craignait d'être observée, puis a baissé encore la voix. Votre mari savait des choses qui pourraient détruire la famille Mercier. C'est pour ça qu'ils l'ont toujours détestée. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'elle pouvait l'entendre. Henri, qu'est-ce que mon mari a à voir avec tout ça? Le visage d'Isabelle s'est assombri. Demandez à votre notaire. Demandez-lui ce qui s'est vraiment passé entre Henri Dubois et Gérard Mercier il y a 30 ans. Gérard Mercier, le père de Philippe, un homme que je n'avais rencontré qu'une fois, lors du mariage de Marie. Un homme au regard froid qui m'avait à peine adressé la parole, regardant mon mari avec un mépris non dissimulé. « Je dois y aller ?» a déclaré Isabelle soudainement, ajustant son sac à main coûteux sur son épaule. « Philippe ne doit pas savoir que je vous ai parlé. Mais sachez une chose, Simone, ils ne s'arrêteront pas. Quoi que contienne ce testament, ils feront tout pour l'obtenir. » Elle s'est éloignée, ses talons claquant sur les pavés humides. Puis elle s'est retournée une dernière fois. « Protégez votre fille. C'est tout ce qui compte maintenant. » Et elle a disparu au coin de la rue, me laissant seule avec mes questions et mes peurs. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots d'Isabelle tournaient dans ma tête comme un manège infernal. Je me suis souvenu d'une dispute ancienne entre Henri et Gérard Mercier, un souvenir presque effacé par le temps. C'était lors d'un dîner d'affaires, bien avant que Marie ne rencontre Philippe. Les deux hommes s'étaient isolés dans le bureau. Leur voix s'était élevée, et quand Henri était revenu, son visage était pâle comme la mort. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» avais-je demandé. « Rien », avait-il répondu. « Juste des désaccords professionnels. » Mais cette nuit-là, il avait fait un cauchemar si violent qu'il s'était réveillé en hurlant, trempé de sueur. Il n'avait jamais voulu me dire ce qu'il avait vu dans son rêve. Était-ce lié à ce qui se passait maintenant? Était-ce pour cela que Gérard Mercier me regardait toujours avec ce mépris glacial lors des rares réunions de famille? Le lendemain, j'ai appelé Maître Leroy. « J'ai besoin de savoir », ai-je dit sans préambule. « Qu'est-ce qui s'est passé entre mon mari et Gérard Mercier ?» Un long silence a suivi. Puis, la voix grave du notaire. « Venez à mon bureau, Madame Dubois. Certaines choses ne peuvent pas être dites au téléphone. » Alors que la peur grandissait en moi, j'ai réalisé que j'étais au centre de quelque chose de bien plus grand qu'un mariage malheureux. J'avais réveillé des secrets qui dormaient depuis des décennies. Et ces secrets étaient prêts à nous dévorer vivants. Le cabinet de Maître Leroy se trouvait dans un vieil immeuble de la rue Mercière, au cœur du Vieux-Lyon. L'escalier en pierre usé par des siècles de pas racontait l'histoire de la ville mieux que n'importe quel livre. J'ai monté les marches lentement, mon souffle court à cause de l'effort et de l'angoisse qui me serrait la poitrine. J'avais laissé Marie chez moi, la porte verrouillée, les volets clos. « Ne réponds à personne », lui avais-je dit. « Si Philippe vient, appelle immédiatement la police. » Elle avait acquiescé, ses yeux reflétant une peur qui me brisait le cœur. Ma fille, autrefois si forte et indépendante, réduite à se cacher comme une criminelle. Le bureau du notaire sentait le cuir vieilli et le papier. Des étagères montant jusqu'au plafond abritèrent des centaines de dossiers, témoins silencieux des secrets de générations de Lyonnais. Maître Leroy, avec ses lunettes rondes et ses cheveux gris soigneusement coiffés, ressemblait plus à un professeur d'université qu'à un notaire. Il m'a accueilli avec une courtoisie empreinte d'inquiétude, m'invitant à m'asseoir dans un fauteuil en cuir qui avait connu des jours meilleurs. « Madame Dubois » a-t-il commencé, ses mains jointes sur son bureau en acajou. « Avant de vous parler de Gérard Mercier, je dois vous demander, avez-vous apporté l'enveloppe ?» J'ai sorti le document de mon sac,
le posant délicatement sur le bureau entre nous. L'enveloppe semblait presque banale sous la lumière tamisée qui filtrait à travers les fenêtres aux rideaux entr'ouverts. Comment un simple morceau de papier pouvait-il contenir tant de pouvoir? Votre mari m'a confié cette enveloppe 2 semaines avant sa mort, a expliqué Maître Leroy, caressant le papier du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Il savait que son temps était compté. Le cancer avait déjà trop progressé. Je me suis souvenu des derniers jours d'Henri, son corps amaigri dans le lit d'hôpital, son visage creusé par la douleur, mais ses yeux toujours aussi vifs, aussi déterminés. Henri m'a fait jurer de ne vous remettre cette enveloppe qu'en cas d'absolue nécessité, a poursuivi le notaire. Il espérait que ce jour ne viendrait jamais. Il a soupiré, retirant ses lunettes pour les essuyer avec un mouchoir en tissu. Ce geste anodin m'a rappelé Henri, qui faisait exactement la même chose quand il était préoccupé. Madame Dubois, votre mari et Gérard Mercier étaient plus que des connaissances professionnelles. Ils étaient autrefois associés. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. Associés? Henri ne m'a jamais parlé de cela. C'était il y a longtemps, avant votre mariage. Ils ont créé ensemble une entreprise d'import-export. Les affaires marchaient bien jusqu'à... Il s'est interrompu, visiblement mal à l'aise. Jusqu'à quoi, Maître Leroy? Ai-je demandé, la gorge serrée. Il a pris une profonde inspiration. Jusqu'à ce qu'Henri découvre que Mercier blanchissait de l'argent, des sommes importantes provenant de sources douteuses. Le monde semblait tourner autour de moi. Henri, mon Henri, mêlé à des affaires de blanchiment d'argent? C'était impossible. Votre mari était innocent, a précisé rapidement Maître Leroy, voyant mon trouble. En fait, c'est lui qui a tout découvert. Il voulait dénoncer Mercier, mais... Mais quoi? Mercier l'a menacé. Pas directement, bien sûr. Les hommes comme lui ne font jamais de menaces directes. Mais Henri a compris le message. Il a quitté l'entreprise, abandonnant sa part. Il a recommencé à zéro, construisant honnêtement ce qu'il vous a laissé. J'ai fermé les yeux, assimilant ces informations. Et le testament? Quel rapport avec tout cela? Maître Leroy a ouvert un tiroir et en a sorti une enveloppe identique à celle que j'avais apportée. Ceci est une copie. Henri en a laissé une chez vous et une ici, pour plus de sécurité. Il a brisé le sceau de cire rouge et en a sorti plusieurs feuillets. Ce n'est pas qu'un testament, Madame Dubois. C'est la preuve des activités illégales de Mercier. Des documents, des relevés bancaires, des noms. Tout ce qu'il faut pour détruire non seulement Gérard, mais aussi son fils, Philippe. Philippe? Il est impliqué aussi? Le notaire a hoché gravement la tête. L'entreprise est maintenant dirigée par Philippe. Les mêmes pratiques continuent. Henri le surveillait depuis des années, rassemblant des preuves, attendant le bon moment. Pourquoi n'a-t-il jamais rien dit? Pourquoi a-t-il laissé Marie épouser cet homme? Il a essayé de l'en dissuader, n'est-ce pas? Sans jamais dire pourquoi. J'ai repensé aux discussions tendues entre Henri et Marie avant le mariage. Mon mari, d'habitude si calme, presque suppliant notre fille de reconsidérer sa décision. Et moi, ne comprenant pas, lui reprochant d'être trop protecteur. Il ne voulait pas briser le cœur de Marie en lui révélant la vérité sur la famille de l'homme qu'elle aimait, a expliqué doucement Maître Leroy. Il espérait que Philippe serait différent de son père. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message. Je l'ai sorti, les mains tremblantes. Numéro inconnu. Si vous ouvrez l'enveloppe, votre fille en paiera le prix. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je l'ai montré à Maître Leroy, qui a pâli. Ils savent que vous êtes ici, a-t-il murmuré. Ils vous surveillent. La peur a envahi chaque cellule de mon corps. Marie, ai-je soufflé. Je dois rentrer. Maintenant. Maître Leroy a rassemblé rapidement les documents. Prenez-les. Cachez-les. Je vais contacter un ami à la police. Un homme de confiance. J'ai fourré les papiers dans mon sac, me précipitant vers la porte. Madame Dubois, m'a-t-il rappelé. Soyez prudente. Ces gens sont dangereux. Ils feront tout pour récupérer ces documents. J'ai hoché la tête, le cœur battant à tout rompre. En sortant du bureau, j'ai senti le poids des regards invisibles sur moi. La rue Mercière, habituellement si animée et accueillante, semblait maintenant hostile, remplie d'ombres menaçantes. J'ai pris un taxi, donnant une adresse différente de la mienne. Le chauffeur, un homme âgé au visage bienveillant, a froncé les sourcils en voyant mon expression terrifiée. « Tout va bien, madame ?»« Oui ?» ai-je menti, juste un peu pressé. Tandis que le taxi s'éloignait du vieux Lyon, j'ai réalisé que quelqu'un était prêt à tout pour que cette vérité ne soit jamais révélée. Et ce quelqu'un savait exactement où me trouver. Les jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie.
Marie et moi vivions comme des prisonnières dans ma petite maison. Les volets restaient clos, les portes verrouillées. La lumière du jour ne nous parvenait qu'à travers de minces fentes, créant des rayons poussiéreux qui traversaient le salon comme des épées d'or pâle. Je cachais les documents d'Henri dans différents endroits de la maison, changeant leur emplacement chaque nuit. Sous une latte du parquet dans ma chambre, derrière le tableau représentant les quais de Saône que nous avions achetés lors de notre voyage de noces, dans la doublure d'un vieux manteau que je ne portais plus depuis des années. Je dormais à peine, sursautant au moindre bruit. Marie, quant à elle, semblait s'effacer un peu plus chaque jour. Son visage s'était creusé, ses yeux perdant leur éclat. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, évitant de s'approcher des fenêtres. Je l'entendais pleurer la nuit, et ses sanglots étouffés me déchiraient le cœur plus que n'importe quelle douleur physique. Le 4e jour, alors que nous prenions un petit déjeuner silencieux, le téléphone a sonné. Nous avons sursauté toutes les deux, nos regards se croisant avec la même peur. J'ai hésité avant de décrocher. Madame Dubois, la voix grave de Maître Leroy m'a immédiatement rassuré. « J'ai besoin de vous voir. C'est urgent. »« Est-ce prudent ?» ai-je demandé, jetant un coup d'œil anxieux vers la fenêtre. J'ai pris des précautions. Une voiture vous attend au bout de votre rue. Le chauffeur porte une casquette bleue. 1 heure plus tard, j'étais de retour dans son bureau. La pièce semblait plus sombre que lors de ma dernière visite, comme si les secrets qu'elle contenait assombrissaient physiquement l'atmosphère. Maître Leroy n'était pas seul. Un homme d'une 50aine d'années se tenait près de la fenêtre, observant la rue en contrebas. Grand, les épaules larges sous son costume sobre, il dégageait une autorité tranquille. « Madame Dubois, je vous présente le commissaire Moreau », a annoncé Maître Leroy. Un vieil ami. Nous pouvons lui faire confiance. Le commissaire s'est tourné vers moi, son visage marqué par des années à traquer les criminels s'adoucissant légèrement. « Madame, je suis désolé pour ce que vous traversez. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. La présence d'un policier rendait tout cela terriblement réel. J'ai examiné les documents, a poursuivi Maître Leroy, posant une main sur une pile de papier sur son bureau. J'ai ouvert l'enveloppe, Madame Dubois, et ce qu'elle contient est explosif. Il a fait signe au commissaire qui s'est approché du bureau. « Les preuves rassemblées par votre mari sont solides », a confirmé ce dernier. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, corruption. Les Mercier sont impliqués dans un réseau qui s'étend bien au-delà de Lyon. Maître Leroy a sorti plusieurs documents de la pile. « Ce n'est pas tout », a-t-il dit, sa voix presque un murmure. À l'intérieur de l'enveloppe, il n'y avait pas seulement un testament. Il y avait aussi des lettres écrites par votre mari. Il m'a tendu une enveloppe plus petite, jaunissante, avec mon nom écrit de la main d'Henri. Son écriture, ses boucles et ses angles que je connaissais si bien, m'a fait monter les larmes aux yeux. C'était comme s'il était soudain présent dans la pièce. « Je vous laisse un moment », a dit Maître Leroy avec tact, faisant signe au commissaire de le suivre. Resté seul, j'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. Le papier craquait sous mes doigts, libérant un parfum familier. Henri utilisait toujours le même savon pour se laver les mains, une odeur de bergamote et de bois de cèdre qui imprégnait tout ce qu'il touchait. « Ma chère Simone », commençait la lettre, « si tu lis ces mots, c'est que tu as été confrontée à une situation que j'ai toujours redoutée. J'aurais dû te dire la vérité il y a longtemps, mais je voulais te protéger, toi et Marie. » Les mots se brouillaient devant mes yeux embués de larmes. Henri racontait tout, sa découverte des activités illégales des Mercier, les menaces, sa décision de rassembler des preuves en secret pendant des années. Puis venait le passage qui m'a glacé le sang. Philippe n'est pas celui qu'il prétend être. Son véritable nom n'est pas Mercier. La famille a changé d'identité il y a des années, effaçant leur passé pour échapper à des poursuites en Suisse, des crimes et des dettes que son père tentait d'enterrer. Je me suis agrippé au bord du bureau pour ne pas chanceler. Ma fille s'était mariée avec un homme dont elle ne connaissait même pas le vrai nom, un homme dont la vie entière était bâtie sur des mensonges. La lettre continuait, dévoilant une révélation encore plus troublante. Une partie de notre héritage est directement liée à lui. La maison de campagne à Annecy que je t'ai laissée, elle est située sur un terrain qui appartenait autrefois à la famille de Philippe, avant qu'il ne change d'identité. C'est la raison pour laquelle Gérard Mercier m'a toujours haï. Il croit que je lui ai volé ce qui lui appartenait, alors que j'ai acheté légalement cette propriété sans connaître son histoire. Les dernières lignes de la lettre m'ont arraché un sanglot. Pardonne-moi de t'avoir caché tout cela. Je voulais vous protéger, mais peut-être ai-je fait plus de mal que de bien. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que mon amour pour toi et pour Marie
a toujours été la seule vérité qui compte vraiment. Henri, quand Maître Leroy et le commissaire sont revenus, j'étais encore assise, les mains tremblantes, la lettre posée sur mes genoux. C'est la preuve dont nous avions besoin, a dit doucement le commissaire Moreau. Avec cela et les documents financiers, nous pouvons agir contre les Mercier. Ma fille, ai-je murmuré, elle a épousé un homme qui a construit sa vie sur des mensonges. Et le pire est que notre héritage est directement lié à lui. C'était la preuve que votre mari avait, et c'était aussi la raison de sa guerre contre toute la famille Mercier, a expliqué Maître Leroy. Le commissaire Moreau s'est penché vers moi, son regard empreint d'une gravité professionnelle. Madame Dubois, nous pouvons vous protéger, vous et votre fille, mais vous devez comprendre que cela signifie déclarer ouvertement la guerre aux Mercier. Êtes-vous prête à faire face aux conséquences? J'ai pensé à Marie, à ses bleus, à sa peur. J'ai pensé à Henri, gardant ses secrets jusqu'à la tombe pour nous protéger. J'ai pensé à ma responsabilité en tant que mère, en tant que veuve, en tant que gardienne de la vérité. Oui, ai-je répondu, une détermination nouvelle renforçant ma voix. Je suis prête. En quittant le bureau ce jour-là, j'ignorais encore l'ampleur du combat qui nous attendait. Les Mercier ne se rendraient pas sans lutter, et la vérité que nous venions de déterrer risquait de nous enterrer tous. Le crépuscule tombait sur Lyon quand je suis rentré chez moi. Les lumières de la ville commençaient à scintiller le long des quais de Saône, créant des reflets tremblants sur l'eau sombre. Dans d'autres circonstances, j'aurais trouvé ce spectacle apaisant. Ce soir-là, chaque ombre me semblait menaçante, chaque bruit suspect. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'ai appelé Marie, mais seul l'écho de ma voix m'a répondu. Mon cœur s'est emballé, la panique montant comme une vague. J'ai fouillé chaque pièce, ouvrant les portes à la volée, mon souffle de plus en plus court. Je l'ai trouvé dans la salle de bain, recroquevillé contre la baignoire, les genoux ramenés contre sa poitrine. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir trop pleuré. Sur le carrelage à côté d'elle, son téléphone affichait un message. « Il sait », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Philippe sait pour les documents. » Je me suis agenouillé près d'elle, ignorant la douleur dans mes vieilles articulations. Comment l'a-t-il su? Il a des contacts partout, maman. À la mairie, chez les notaires, peut-être même dans la police. Elle a tendu son téléphone vers moi. Il m'a envoyé ça. Le message était bref, glacial. « Tu as choisi ton camp. Tu le regretteras. » J'ai posé le téléphone, prenant les mains glacées de ma fille entre les miennes. « Marie, regarde-moi », ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Nous avons la vérité de notre côté, et la vérité est plus forte que n'importe quelle menace. Elle a levé ses yeux vers moi, ses yeux si semblables à ceux d'Henri. « Maman, si je dénonce, il me détruira. Mais si je ne dénonce pas, je me détruis moi-même. » Voir ma fille déchirée entre la peur et la dignité était la douleur la plus cruelle que j'ai jamais ressentie. J'ai parlé au commissaire Moreau, lui ai-je dit, caressant ses cheveux comme lorsqu'elle était enfant et qu'un cauchemar l'avait réveillée. Il peut nous protéger. Nous pouvons mettre fin à tout cela. Tu ne comprends pas, a-t-elle répondu, secouant la tête. Ce n'est pas juste Philippe. C'est toute sa famille, son réseau. Ils sont partout. Un souvenir m'est revenu soudain. Celui d'Henri me disant un jour, « Dans ce monde, Simone, la peur est l'arme des puissants contre les faibles. Mais quand les faibles cessent d'avoir peur, ils découvrent leur propre force. Ton père savait, ai-je dit doucement. Il savait tout sur Philippe, sur sa famille. Il a rassemblé des preuves pendant des années. » Marie m'a regardé, incrédule. « Papa? Mais pourquoi n'a-t-il rien dit? Pour nous protéger? Peut-être aussi parce qu'il espérait que tu découvrirais la vérité par toi-même. » J'ai pris une profonde inspiration. « Marie, ton mari n'est pas celui qu'il prétend être. Son vrai nom n'est même pas Mercier. Je lui ai tout raconté. Les activités de blanchiment d'argent, l'identité cachée, le lien avec notre propriété à Annecy. À mesure que je parlais, je voyais son visage passer de la stupéfaction à la colère, puis à une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Il m'a menti », a-t-elle murmuré, ses poings se serrant. « Pendant 5 ans, j'ai vécu avec un étranger. Je suis désolé, ma chérie. » Non. Elle s'est redressée, essuyant ses larmes d'un geste brusque. « Ne sois pas désolé. Sois en colère. Je le suis. Cette nuit-là, nous avons élaboré un plan. Marie rédigerait une déposition complète, détaillant les abus qu'elle avait subis. Je fournirai les documents d'Henri au commissaire Moreau. Ensemble, ces preuves seraient suffisantes pour lancer une procédure contre Philippe, peut-être même contre toute la famille Mercier. Nous nous sommes endormis,
Épuisé mais résolu, les documents d'Henri cachés sous le plancher de ma chambre, dans une vieille boîte à chaussures que j'avais gardée parce qu'elle me rappelait notre voyage à Paris pour les 16 ans de Marie. Un bruit m'a réveillé au milieu de la nuit, un craquement léger comme celui d'une fenêtre qu'on ouvre avec précaution. Mon cœur s'est arrêté une seconde avant de s'emballer. J'ai tendu la main vers ma table de nuit, saisissant le vieux vase en porcelaine qui s'y trouvait, un cadeau d'Henri pour notre 30e anniversaire de mariage. J'ai retenu mon souffle, écoutant. Des pas feutrés dans le couloir, une ombre passant sous ma porte. Je me suis levé aussi silencieusement que me le permettait mon vieux corps. La porte de ma chambre s'est ouverte lentement, sans un grincement. J'ai serré le vase dans mes mains, prête à frapper. Une silhouette s'est glissée dans la pièce, grande, masculine. « Je sais que vous êtes réveillée, Madame Dubois », a dit une voix que je ne connaissais pas. « Ne criez pas, je ne vous veux aucun mal. Qui êtes-vous » ai-je demandé, la voix tremblante, le vase toujours levé. « Un ami du commissaire Moreau. Il m'a envoyé pour vous protéger. Votre maison est surveillée depuis des heures. » Il a tendu lentement la main vers l'interrupteur, allumant la lampe de chevet. Son visage s'est révélé, un homme d'une 40aine d'années, les traits durs mais le regard franc. « Vous êtes en danger » a-t-il dit. « Ils viennent. » Comme pour confirmer ses paroles, des phares ont balayé la façade de la maison, illuminant brièvement la chambre à travers les persiennes. « Marie » ai-je soufflé. « Ma fille. Elle est déjà avec mes collègues, en sécurité. » Nous n'avons eu que quelques minutes pour récupérer les documents sous le plancher avant d'entendre le bruit d'une porte qu'on force. Ma maison, mon sanctuaire depuis plus de 40 ans, était envahie. Cette nuit-là, ma maison fut saccagée, tiroirs renversés, meubles éventrés, documents éparpillés. Mais le testament d'Henri était avec moi, caché dans la poche intérieure de ma vieille veste de laine. Henri disait me donner l'air d'une écolière. J'étais allongée dans le noir, le souffle court, tremblante, me demandant si j'aurais la force d'affronter le lendemain. Ce fut cette nuit-là, écoutant les intrus détruire les souvenirs de toute une vie, que j'ai compris. Je n'avais plus le choix. Soit j'agissais, soit ils nous enterreraient toutes les deux. L'aube se levait sur Lyon, baignant le palais de justice d'une lumière dorée. Le bâtiment imposant, avec ses colonnes et son architecture du 19e siècle, semblait me toiser avec une gravité silencieuse. J'étais là, debout sur les marches, serrant contre ma poitrine l'enveloppe ouverte qui contenait notre destin à tous. La nuit avait été longue. Après l'intrusion dans ma maison, l'agent du commissaire Moreau m'avait emmené dans un endroit sûr, un petit appartement anonyme dans le quartier de la Croix-Rousse. Marie s'y trouvait déjà, pâle mais déterminée. Nous avions passé les heures suivantes à préparer notre témoignage, rassemblant les documents, organisant les preuves. « Êtes-vous prête, Madame Dubois ?» Le commissaire Moreau se tenait à mes côtés, son visage grave reflétant la solennité du moment. J'ai regardé mes mains ridées qui tremblèrent légèrement. Ces mêmes mains qui avaient bercé Marie, qui avaient serré celle d'Henri dans ses derniers moments, qui avaient tourné tant de pages dans ma vie. Aujourd'hui, elles tenaient les preuves qui allaient changer notre destin. « Oui », ai-je répondu, redressant mes épaules fatiguées. Marie est arrivée à cet instant, escortée par 2 agents en civil. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Elle portait un tailleur bleu marine que je ne lui connaissais pas, prêté sans doute par les services du commissaire pour l'occasion. Elle avait l'air plus forte, comme si chaque heure qui passait lui rendait un peu de la confiance que Philippe lui avait volée. « Maman », a-t-elle dit en prenant mes mains dans les siennes, « tu n'es pas obligée de faire ça. Je peux témoigner seule. »« Non », ai-je répondu fermement. « Nous le ferons ensemble. C'est ce que ton père aurait voulu. » Le hall du palais de justice était imposant, avec son plafond haut et ses murs de pierre qui semblaient avoir absorbé les échos de milliers de destins. Nos pas résonnaient sur le marbre poli alors que nous suivions le commissaire vers une salle d'audience. « Le juge Mercier nous attend », a expliqué le commissaire. « C'est un homme intègre. Il a accepté de vous recevoir en chambre du conseil pour entendre votre témoignage avant de décider s'il y a matière à poursuite. »« Mercier ?» a demandé Marie, soudain inquiète. Comme « Aucun lien avec votre mari ?» a rassuré le commissaire. Simple coïncidence de nom. La salle était plus petite que je ne l'imaginais, mais non moins intimidante. Le juge Mercier, un homme aux cheveux gris et au regard perçant, nous a fait signe d'approcher. Derrière une petite table se trouvait un greffier, prêt à consigner nos déclarations. « Madame et mademoiselle Dubois », a commencé le juge d'une voix grave. « J'ai été informé de la nature sensible de votre témoignage. Je vous écoute. »
J'ai posé l'enveloppe ouverte sur la table devant lui, mes doigts s'attardant un instant sur le papier comme pour y puiser du courage. « Votre honneur » ai-je commencé, ma voix plus assurée que je ne l'espérais. Cette enveloppe contient le testament de mon défunt mari, Henri Dubois, ainsi que des documents qu'il a rassemblés au cours des 20 dernières années. Ces preuves concernent les activités illégales de la famille Mercier, en particulier de Gérard Mercier, et de son fils, Philippe. Le silence dans la salle était palpable. Le juge a ouvert l'enveloppe avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne contienne quelque chose de dangereux. En un sens, c'était le cas. Ces papiers pouvaient détruire des vies. Avant d'examiner ces documents, a-t-il dit, j'aimerais entendre votre témoignage personnel. Marie s'est avancée, ses mains tremblant légèrement lorsqu'elle a posé sur la table son propre dossier. Des photos de ses blessures, des rapports médicaux, son journal intime détaillant les abus qu'elle avait subis. Philippe Mercier, mon mari, a-t-elle commencé, sa voix se brisant légèrement avant de se raffermir, m'a physiquement et psychologiquement maltraité pendant 5 ans. Quand ma mère a découvert les bleus sur mon corps et l'a confrontée, il l'a menacée elle aussi. Elle a continué son récit, décrivant l'isolement progressif, le contrôle financier, les insultes qui avaient de précéder les coups. Sa voix restait ferme, mais je voyais les larmes qu'elle retenait, la douleur qui ressurgissait avec chaque mot. Le juge écoutait attentivement, son visage impassible mais ses yeux trahissant parfois son émotion. Le greffier tapait sans relâche, consignant chaque mot de ce terrible témoignage. Puis ce fut mon tour. J'ai raconté la découverte du bleu, l'appel à Philippe, sa réponse menaçante. J'ai expliqué comment j'avais contacté Maître Leroy, comment nous avions découvert la vérité sur la famille Mercier. Le juge a commencé à examiner les documents, son front se plissant davantage à mesure qu'il tournait les pages. Relevés bancaires, témoignages, photographies. Le dossier constitué par Henri était méticuleux, implacable. Ces accusations sont extrêmement graves, a-t-il finalement déclaré. Si ces documents sont authentiques, ils pourraient justifier l'ouverture d'une enquête judiciaire d'envergure. À cet instant précis, la porte de la salle s'est ouverte brusquement. Philippe se tenait dans l'embrasure, le visage déformé par la rage. Derrière lui, son père Gérard Mercier affichait une expression glaciale. « C'est une mascarade !» a crié Philippe, s'avançant dans la salle. « Ces documents sont des faux. Cette femme est folle et ma femme est manipulée. » Le commissaire Moreau s'est interposé, mais le juge a levé la main pour l'arrêter. « Monsieur Mercier, » a-t-il dit d'une voix ferme, « vous n'avez pas été convoqué à cette audience. Votre présence ici est déjà en soi une violation de la procédure. Je connais mes droits, » a rétorqué Philippe. « J'ai le droit de me défendre contre ces accusations calomnieuses. » Le juge a marqué une pause, nous regardant tour à tour, puis il a fait un signe au greffier. « Que soit consigné ceci, » a-t-il déclaré. « En vertu des éléments présentés et de la gravité des accusations, j'ordonne l'ouverture immédiate d'une enquête sur les activités de Philippe et Gérard Mercier. J'ordonne également, à titre conservatoire, le gel de leurs avoirs et l'interdiction de quitter le territoire. » Le visage de Philippe s'est décomposé. Son père, en revanche, est resté impassible, comme s'il s'était préparé à cette éventualité depuis longtemps. « De plus, » a continué le juge en se tournant vers Marie, « j'émets une ordonnance de protection en votre faveur, Madame Dubois. Votre époux devra se tenir à distance et n'aura plus le droit de vous contacter. » Il a ensuite lu à haute voix la clause du testament d'Henri. Si un membre de la famille maltraitait sa femme ou sa fille, il perdrait automatiquement tout droit à l'héritage. Le visage de Philippe a blêmi. Marie, pour la première fois depuis des années, a respiré profondément comme si un poids immense venait d'être retiré de sa poitrine. La famille de Philippe, humiliée, a quitté la salle dans un silence pesant, escorté par des officiers de police. Et moi, déjà âgé et fatigué, j'ai appris ce jour-là que les secrets peuvent détruire des familles, mais qu'ils peuvent aussi libérer. J'ai gardé une dernière leçon de cette terrible épreuve. Ne laissez jamais la peur décider du destin de ceux que vous aimez. La vérité peut être un fardeau lourd à porter, mais le silence pèse encore plus. Pendant des années, j'ai cru protéger ma fille en gardant les secrets de mon mari. Mais j'ai appris, à 68 ans, que parfois le plus grand acte d'amour est d'avoir le courage de faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu la force d'affronter une famille puissante pour protéger votre enfant, même en sachant que vous risquiez de tout perdre? Les bleus sur la peau finissent par s'estomper, mais les blessures de l'âme peuvent nous hanter toute une vie si nous n'agissons pas. J'ai compris que l'âge n'est pas un obstacle au courage,
Peut-être même qu'il nous donne cette sagesse de savoir que ce qui compte vraiment n'est pas ce que nous possédons, mais ceux que nous aimons. Si ma douloureuse histoire peut t'aider, ne serait-ce qu'une personne a trouvé la force de briser le silence, alors chaque larme versée en aura valu la peine. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Vous ne savez jamais qui parmi vos proches pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits de vie et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait dans cette situation. Ensemble, nous pouvons briser le cycle du silence.